L'actualité, le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'informations et de décryptage à suivre. Également en vidéo et en direct sur la page YouTube de Radio J. À la une, en ce jeudi 6 février, les tensions en Israël. Une attaque à la voiture bélier contre des soldats hier soir à Jérusalem a fait 12 blessés, dont l'un grièvement. Ce matin, c'est un policier qui a été blessé par balle près du Mont du Temple. Et on vient d'apprendre qu'une nouvelle attaque avait eu lieu il y a quelques minutes en Judée-Samarie. On sera en direct dans un instant avec un secouriste du Magen David Adom. On écoutera également le spécialiste des relations internationales Emmanuel Navon pour comprendre les intentions palestiniennes. Cherche-t-on une escalade à Ramallah? Élément de réponse dans ce journal. De nouvelles frappes en Syrie également au sommaire de cette édition. Des cibles pro-Iran ont été tuées hier soir. La Syrie pointe du doigt Israël, mais Jérusalem ne fait pas de commentaires. Nous reviendrons également sur la progression du coronavirus, sur cet accident d'avion en Turquie où 2 Israéliens se trouvaient, sur le soulagement de Donald Trump qui échappe à la destitution aux États-Unis. Les États-Unis qui sont en deuil après la mort de l'une des plus grandes légendes du cinéma américain au XXe siècle, Kirk Douglas. Radio J. Est-ce le début d'une période de tension en Israël? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui au lendemain de l'attaque à la voiture bélier à Jérusalem, une attaque terroriste qui a eu lieu vers 1h45 heure locale la nuit dernière. Le conducteur du véhicule a foncé sur une troupe de soldats. 12 d'entre eux ont été blessés, dont l'un grièvement. Ce matin, un policier a été légèrement blessé par balle près du Mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem. Le terroriste est un arabe résidant dans le nord d'Israël. Il a été neutralisé par les forces de l'ordre. Le policier blessé âgé de 38 ans a lui été évacué à l'hôpital de Shaare Tzedek à Jérusalem. Et il y a quelques instants, je vous l'ai annoncé dans les titres, une nouvelle attaque a eu lieu en Judée-Samarie dans la région de Binyamin. Un Israélien aurait été blessé selon la télévision locale. On vous en donnera plus de détails dans nos prochaines éditions. On part tout de suite en Israël où nous attend Ilan Klein. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secouriste paramédical au Magen David Adom en Israël. Ilan Klein, vous avez géré l'assistance médicale hier soir après l'attaque à la voiture bélier à Jérusalem. Quel a été votre rôle précisément sur le terrain? Alors, vers 1h du matin, on a reçu cet appel d'un événement à multi-blessés dans la région de Jérusalem. Notre standard a envoyé les ambulances de soins intensifs, les secouristes, les scooters médicalisés vers le terrain. Et ce qu'on a pu voir sur le terrain, c'est une quinzaine de blessés. Une quinzaine de blessés, des soldats blessés par terre. Avec les autres secouristes, on a pu commencer le traitement. Et, vous avez reçu beaucoup d'appels? Ilan Klein, vous avez reçu beaucoup d'appels dans les minutes qui ont suivi l'attaque? Oui, tout à fait. Dès qu'il y a un événement multi-blessé, alors on reçoit plusieurs appels et notre système, notre application repère les personnes les plus proches de la situation et les envoie. C'est comme ça que 10 ambulances standards, 5 ambulances de soins intensifs et encore une quinzaine de scooters sont arrivés sur le terrain. Et donc ils reçoivent en fait une alerte. Ils reçoivent une alerte sur l'application Magen David Adom qui leur permet d'intervenir près de l'attaque en fonction de leur position géographique. Tout à fait. Et comme ça, ils se rendent présents pour donner le traitement et sauver des vies. Ils ont été les premiers à intervenir sur le terrain? Bien entendu, les secouristes du Magen David Adom arrivent très vite avec leurs scooters et les ambulances. Soignent les personnes et c'est comme ça qu'on réussit à sauver des vies parce que le blessé grave d'hier soir, s'il n'aurait pas été pris en charge et s'il n'aurait pas arrivé le plus vite possible vers l'hôpital, alors la situation pouvait être différente. Maintenant, on entend que sa situation s'améliore. Est-ce que, Ilan Klein, vous pouvez nous rappeler précisément les moyens qui ont été déployés hier soir par le Magen David Adom, Oui, bien entendu. Les ambulances standards avec les équipes du Magen David Adom, il y en avait 10. On parle d'encore 5 ambulances de soins intensifs et une quinzaine de scooters. Les scooters, l'avantage, c'est qu'ils arrivent très vite sur le terrain. Ils peuvent commencer le traitement le plus vite possible. Parce que dans ces situations, Ilan Klein, il est bon de le rappeler, il faut intervenir très très vite pour secourir les blessés.
Oui, quand il s'agit de sauvetage de vie, alors chaque seconde compte. Et c'est comme ça que les secouristes du Magen David Adom peuvent sauver des vies ici en Israël. Chaque seconde compte. Merci beaucoup Ilan Klein d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes secouriste paramédical au Magen David Adom en Israël. Bon courage dans votre action et à bientôt sur Radio J. Merci, au revoir. Alors, à quoi faut-il désormais s'attendre ? Les dirigeants palestiniens ont-ils fait le choix d'une escalade pour marquer leur opposition au plan de Donald Trump ? On écoute tout de suite Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université Tel Aviv. Il répondait ce matin aux questions de Pascal Sunshine. Je ne pense pas qu'il y ait là une véritable politique de lancer une escalade de la part de Mahmoud Abbas, même si lui-même a complètement rejeté le plan Trump en disant qu'il était inacceptable pour lui. Mais on n'a pas vu depuis la semaine dernière une véritable poussée d'incidents en dépit des graves incidents de la nuit dernière. Je pense que l'une des raisons est que ce qu'on appelle la rue palestinienne est très désabusée par Mahmoud Abbas et ne le suit plus. Alors je vous rappelle que ce plan prévoit entre autres un investissement de 50 milliards de dollars dans l'économie palestinienne, l'établissement d'un État palestinien contigu avec une continuité territoriale. Et donc, je pense que beaucoup de Palestiniens réalisent qu'il y a là une chance à ne pas rater en dépit des déclarations de Mahmoud Abbas, et même si effectivement il y a eu des incidents graves comme celui effectivement la nuit dernière à Jérusalem. Est-ce qu'on doit d'ailleurs prendre au sérieux la menace du chef de l'autorité palestinienne de cesser la coopération sécuritaire avec Israël ? Non, c'est une menace qu'il a brandie des dizaines de fois dans le passé. Il ne l'a jamais mise en application. À chaque fois qu'il y a un gros désaccord avec Israël, il menace de cesser toute coopération sécuritaire. C'est comme je l'ai dit, cette menace, il l'a brandie à de très nombreuses reprises dans le passé sans jamais l'exécuter. Et la raison pour laquelle il ne passe pas aux actes, c'est que son régime dépend en grande partie justement de cette coopération sécuritaire avec Israël. Et ce serait donc suicidaire pour lui d'y mettre fin. Et du côté du Hamas, Emmanuel Navon, on a vu le mouvement islamiste appelé à faire front commun avec le Fatah, le parti de l'autorité palestinienne, contre le plan Trump, et puis aussi de nouveaux tirs contre Israël depuis la bande de Gaza. Quel est l'agenda du Hamas ? L'agenda du Hamas, on le connaît, c'est celui qui est détaillé dans sa charte, qui en appelle à l'élimination complète et totale d'Israël, au meurtre de juifs où qu'ils soient à travers le monde. Et évidemment, le plan Trump en appelle à mettre fin au régime du Hamas dans la bande de Gaza, mais également à l'influence du djihad islamique. Et donc le Hamas comprend bien que si il y avait un progrès quel qu'il soit dans la direction du plan Trump, eh bien, cela n'inclurait pas le Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007 et qui n'a pas sa place dans l'accord, dans le plan Trump qui lui parle d'une solution de 2 États. Or, le Hamas s'oppose complètement à une telle solution. Pour l'instant, en tout cas, à court terme, du point de vue d'Israël, l'objectif est de maintenir autant que possible la trêve, si on peut l'appeler ainsi, avec le Hamas dans la bande de Gaza. Cette position n'a pas évolué, Emmanuel Navon. Alors justement, il y a là un lien entre la politique d'Israël ces dernières années dans la bande de Gaza et le plan Trump, et peut-être même une contradiction entre les deux. Parce que la politique du gouvernement israélien ces dernières années est justement de maintenir la séparation politique entre la bande de Gaza et le régime du Fatah à Ramallah. Je pense que l'espoir était à long terme de trouver un lien politique entre d'un côté le régime de Ramallah et la Jordanie et de l'autre côté la bande de Gaza et l'Égypte. Or, le plan Trump, lui, parle de lier les 2 territoires, d'en faire une unité politique unique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie ou la Judée-Samarie par le biais d'un tunnel. Et d'où l'insistance du plan Trump d'éliminer le régime du Hamas dans la bande de Gaza. Donc, contrairement à ce qui semblait être l'aspiration d'Israël ces dernières années, en justement maintenant cette division politique entre les 2 entités, eh bien, le plan Trump, lui, parle de les réunifier par le biais d'un lien physique et ce fameux tunnel.
Emmanuel Navon au micro de Pascal Zonshine. On marque tout de suite une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal. Philippe S, le retour dans le jeu politique d'Ehud Olmert. L'ancien Premier ministre tiendra très prochainement une conférence de presse avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Une information de la 12e chaîne de télévision israélienne. Les deux hommes prendront la parole dans la foulée de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York aujourd'hui. Au pouvoir entre 2006 et 2009, l'ancien chef du gouvernement israélien est sorti de prison en 2017 après avoir été condamné à une peine de 27 mois ferme pour corruption. Ces dernières semaines, Ehud Olmert a multiplié les attaques contre la politique de Benyamin Netanyahou et devrait exprimer aux côtés de Mahmoud Abbas son opposition au deal du siècle. Les discussions justement entre Américains et Israéliens qui se poursuivent actuellement dans ce dossier, notamment autour de l'annexion des implantations israéliennes en Judée-Samarie. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Israël Hayom affirme ce matin en manchette que des contacts se poursuivent entre Benyamin Netanyahou et la Maison-Blanche afin de permettre l'instauration de la souveraineté israélienne sur des localités juives de Judée et de Samarie et sur la vallée du Jourdain avant même les élections du 2 mars prochain. Et le rédacteur en chef du Israël Hayom, Boaz Bismuth, qui se trouve actuellement aux États-Unis, affirme qu'à propos du plan Trump, la balle est désormais dans le camp des Palestiniens. Le plan de paix du président Trump a modifié les paradigmes actuels. Jusqu'à présent, on demandait toujours à Israël de faire un pas, de se jeter à l'eau, et même s'il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la piscine, désormais, écrit Boaz Bismuth, c'est aux Palestiniens d'agir et de prouver qu'ils veulent vraiment un État et un règlement. Le Yediot Aharonot lui consacre la moitié de sa une ce matin à la très vive tension qui règne dans le sud du pays après une semaine de tirs de roquettes palestiniennes de Gaza vers le territoire israélien. 13 roquettes se sont abattues sur Israël depuis l'annonce du plan de paix américain et de nombreux ballons explosifs ont été envoyés de Gaza vers Israël. Le Yediot Aharonot rapproche ces deux fronts, celui de Gaza et celui de la Judée et de la Samarie. Et le journal affirme qu'en dépit de ce regain de tension, Israël aspire toujours à conclure avec le Hamas un accord de trêve. Ce matin, en première page, le Yediot Aharonot donne la parole à Matan Souri, qui est un habitant du pourtour de Gaza, qui écrit noir sur blanc sa douloureuse réalité entre la situation dans le nord, le plan de paix américain, les actes d'accusation contre le Premier ministre. Eh bien, le problème des localités du pourtour de Gaza n'est certainement pas la priorité pour les responsables israéliens, affirme-t-il, en forme d'expression de frustration ou de dépit. Quant à Limor Livnat, l'ancienne ministre Likoud de l'Éducation, elle commente d'une certaine manière ce matin dans son éditorial le dessin très marquant qui paraît en première page du Yediot Aharonot, un dessin qui nous montre une petite fille israélienne recroquevillée sous ses draps, alors qu'à l'extérieur, dans le ciel, en pleine nuit, on voit distinctement un ballon, mais un ballon qui n'est rien d'autre qu'un ballon incendiaire chargé d'explosifs. Et puis, à propos du plan de paix américain, les journaux annonce également que c'est aujourd'hui que le conseiller du président Trump et son gendre, Jared Kushner, présentera ce plan devant les instances de l'ONU, en particulier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. L'armée de l'air israélienne a frappé plusieurs cibles iraniennes en Syrie cette nuit. Au moins 14 miliciens iraniens auraient été tués. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 3 positions militaires du gouvernement iranien dans la banlieue de Damas et à l'ouest de la capitale ont été touchées. L'agence de presse syrienne Sana parle de 2 vagues de frappes. La première sur la zone d'Al-Kishwa, la seconde à Marj al-Sultan et Jirz Bagdad. Israël, comme à son habitude, n'a pas commenté ces frappes. Et sans transition, un tremblement de terre de magnitude 3,8 a été enregistré ce matin dans le nord d'Israël. Aucun dégât ni blessé n'a été rapporté. Selon la police, la commission géologique a indiqué que l'épicentre du séisme était situé dans la mer Méditerranée à 25 km à l'ouest de Haïfa. Le tremblement de terre a été ressenti dans la région de Haïfa, les zones côtières centrales et au sud de Jérusalem, mais également dans les pays limitrophes. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la dernière partie du journal. On reviendra évidemment sur la mort de l'acteur américain Kirk Douglas. Pile en Allemagne, Gabriel, où Angela Merkel a qualifié d'acte impardonnable l'alliance électorale entre son parti et l'extrême droite au niveau régional, en Thuringe précisément. La chancelière allemande réagissait à l'élection la veille du dirigeant de l'État régional du centre-est allemand grâce aux voix combinées de l'extrême droite et de son propre parti conservateur à la suite d'un scrutin à l'automne dans cette région de l'ex-RDA. Il s'agit d'une mauvaise journée pour la démocratie, a ajouté la dirigeante. Gabriel, 2 Israéliens ont été blessés dans un accident d'avion en Turquie hier.
Un Boeing 737 de la compagnie Pegasus Airlines a dérapé sur la piste mouillée de l'aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul en atterrissant. Il s'est brisé en 3 morceaux. 3 passagers sont décédés et 179 sur les 183 du vol sont blessés. L'avion n'a pas pu tenir sur la piste en raison des mauvaises conditions météorologiques et a dérapé sur environ 50 à 60 mètres, a déclaré le gouverneur d'Istanbul. Un nouveau bilan aujourd'hui du nouveau coronavirus. Il s'élève à présent à 563 morts et plus de 28 000 cas confirmés de contamination en Chine occidentale, Gabriel. Les autorités locales de la province de Hubei en Chine reconnaissent être dépassées. Un responsable local a déclaré que malgré la construction d'un nouvel hôpital, il y avait une grave pénurie de lits pour accueillir les milliers de patients. Manque également des équipements et matériels médicaux. Air France KLM prolonge la suspension de ses vols vers la Chine jusqu'au 15 mars. L'actualité sociale en France maintenant, 9e journée de manifestation interprofessionnelle en France contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale. À Paris, le cortège s'était lancé il y a quelques instants de la gare de l'Est et rejoindra la place de la Nation en passant par la place de la République. Les syndicats espèrent maintenir la pression sur le gouvernement alors que le projet de loi est actuellement examiné en commission à l'Assemblée nationale. Dans les transports, la RATP annonce un trafic normal. Des fermetures de stations sont à prévoir sur le parcours de la manifestation. Seul le RERD sur les lignes et les lignes H, J et K des Transiliens seront touchés avec 2 trains sur 3 en circulation. Aux États-Unis, Donald Trump peut souffler. Le président américain a été acquitté hier au Sénat dans son procès en destitution. 52 sénateurs républicains sur les 53 que compte le parti ont estimé que le président ne s'était pas rendu coupable d'abus de pouvoir. La totalité des sénateurs républicains a estimé que le chef de l'État n'avait pas entravé la bonne marche du Congrès. La Constitution des États-Unis impose une majorité des 2/3 pour destituer le président. Et on en est presque sûr maintenant, c'est une égalité presque parfaite entre Pete Buttigieg et Bernie Sanders au caucus démocrate dans l'Iowa. Sur 97% de bulletins de vote dépouillés, le centriste Buttigieg obtient 26,2% des suffrages contre 26,1% pour Sanders. La sénatrice Elizabeth Warren progresse avec 18,2% des voix alors que l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, est à 15,8%. Un nom difficile à prononcer pour Pete Buttigieg. L'association de défense de la communauté juive au Royaume-Uni a enregistré 1805 actes antisémites l'année dernière, soit une hausse, Gabriel, de 7% par rapport à l'année précédente. C'est un record dans l'histoire du pays. Près des 2/3 des incidents enregistrés se sont produits dans le Grand Londres, 947 incidents, et le Grand Manchester, 223 incidents, dans les quartiers où réside une majorité de Britanniques de confession juive. Il s'agit de la 4e année consécutive au cours de laquelle l'association de défense de la communauté juive a signalé un nombre record d'actes antisémites. Et on termine avec la mort de l'acteur juif américain Kirk Douglas. Hier, il avait 103 ans, Gabriel. De son vrai nom, Isur Danielovitch Dembski, Kirk Douglas est né le 9 décembre 1916 à Amsterdam, petite ville de l'État de New York. Douglas est né à une époque où même les acteurs les plus américains devaient changer leur nom en des surnoms plus courts et plus accrocheurs. Malgré son enfance misérable, ce fils de chiffonnier juif ayant fui la Russie n'avait Dieu que pour le cinéma. Après s'être enrôlé dans la marine durant la Seconde Guerre mondiale, Kirk Douglas décroche de petits rôles avant de rencontrer enfin le succès avec un rôle de boxeur acharné dans Le Champion. Hollywood lui ouvre ses portes et il enchaîne les films à une centaine au total, dont les meilleurs sont devenus des classiques. 20 milieux sous les mers en 1954, Les Sentiers de la gloire en 1957 de Stanley Kubrick qu'il retrouve pour Spartacus en 1960, un péplum qui en fait une vedette mondiale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël pleure la perte de Kirk Douglas, un acteur légendaire, un juif fier et un grand ami de l'État juif. Merci Gabriel, on se quitte en musique avec la bande-annonce de l'un des plus grands films de Kirk Douglas, Spartacus. Merci de votre fidélité. Le Journal Magazine revient demain à 14h avec un invité exceptionnel, le journaliste Ronen Berman. Retour de l'info sur Radio J tout à l'heure à 15h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Shlomo Malka pour son émission Pont Neuf. Excellent après-midi et prenez soin de vous.